Bonjour à tous. Je vois il doit y avoir des ateliers qui ont terminé parce que beaucoup de personnes viennent d'entrer. Je vois sur le chat que vous dites bonjour. On va attendre juste quelques minutes encore. J'ai l'impression que les personnes vont tous arriver un petit peu en même temps ou au fur et à mesure. Je pense que je vais attendre encore 2 minutes et puis après je vais commencer. Moi, c'est Gaëlle Assoun. Je me présenterai après. Je vais vous partager l'écran. Alors, étant donné qu'on est peu pour l'instant, n'hésitez pas si vous avez envie de mettre vos vidéos par la suite quand on prendra la parole, si vous avez des questions. Donc moi, l'atelier, je vais vous présenter l'atelier 11, l'empathie, ça s'apprend. Je suis Gaëlle Assoun, fondatrice et présidente de l'association Be Enjoy, bienveillance, empathie, neurosciences pour un accompagnement positif, mais je suis aussi et surtout professeure certifiée de lettres modernes dans l'Académie de Nice. Anciennement, j'ai été journaliste et récemment, donc l'année dernière, j'ai été finaliste au top 50 du Global Teacher Prize concernant mon travail de recherche sur les neurosciences affectives et sociales et notamment comment intégrer l'empathie en classe, dans l'établissement scolaire en général et même au-delà de l'établissement scolaire, dans les structures et les institutions au niveau de la société. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous inviter à participer à ce petit nuage de mots. Donc, vous scannez avec votre téléphone directement ou sinon vous pouvez aussi prendre le lien slido.com et puis taper le code 571 798 et normalement on devrait pouvoir apparaître toutes vos réponses. Pensez-vous que l'empathie est innée? L'empathie est-elle innée? Je vois arriver de nouvelles personnes. Super, donc ça marche bien, il y a déjà une personne qui a répondu. Vous écrivez aussi dans le chat, je vois ça. Bonjour, oui. Alors pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je suis Gaëlle Assoun et je présente l'atelier l'empathie, ça s'apprend. Et donc j'ai commencé un petit peu en attendant que chaque atelier précédent termine et que les invités nous rejoignent. Je vous ai demandé de me répondre à cette petite question, l'empathie est-elle innée? Donc soit vous scannez le QR code et vous répondez, soit vous mettez slido.com sur une de vos barres un de vos onglets de moteur de recherche et ensuite vous rentrez le code 571 798. Là, pour l'instant, il y a une personne qui a répondu. Donc, normalement, vous êtes soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone et vous pouvez répondre. Oui, j'espère. Je crois qu'il y a un petit peu de temps, en fait, à chaque fois que vous donnez réponse, on dirait qu'elle n'apparaît pas directement. De toute manière, je vais laisser le nuage de mots ouvert. Et puis, je vais vous répondre. Sur le chat.
Ah oui, moi aussi, j'ai envoyé 2 fois ma réponse, mais elle ne s'affiche pas. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y a dû avoir un bug alors que normalement, vous êtes au moins 8 de connectés sur le bon, c'est la première fois que ça fait ce bug. Donc là, dans les chats, je vois plusieurs fois du oui, du non. Donc on va passer directement, hein, à la réponse. Alors bien entendu, il y a une partie de oui. L'empathie est innée. Les neurosciences sociales, en fait, parlent de l'empathie émotionnelle qui, normalement, fait partie enfin, dès la conception, l'enfant est capable, d'avoir 2 aspects de l'empathie. Le partage de l'émotion avec les personnes avec lesquelles il peut s'identifier et il peut aussi faire la distinction entre soi et autrui. Je vous ai mis un QR code et ensuite, de toute manière, je partagerai, mon support pour que vous puissiez tranquillement accéder aux articles auxquels je me réfère. Donc c'est un article de Jean Dessetti, dans lequel, il explique bien, les régions dans lesquelles, se développe l'empathie, les études, ses expériences avec des bébés de 5 jours, qui, expliquent en fait comment ils ont pu constater que le bébé avait bien les 2 premiers aspects de l'empathie. Mais donc en fait, les 2 premiers aspects ne participent pas tout à fait à avoir, ce qu'on appelle, l'empathie dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. Tout ce qui est inné, c'est la capacité d'entrer en résonance avec les autres membres de notre espèce et en fait, vous avez vous-même une définition de l'empathie et vous imaginez bien que ce n'est pas assez. En fait, l'empathie, elle va se développer, donc il y a une autre partie. La réponse, ça va être oui et non, puisqu'il y a une autre partie de l'empathie qui est l'empathie cognitive, cette fois-ci, qui va se développer avec la maturation du cerveau et on voit apparaître vers 3-4 ans, les premières manifestations des comportements, prosociaux et c'est à partir de là vraiment qu'on peut dire que l'enfant va, pouvoir utiliser et avoir lui-même, cette compétence de l'empathie, qui répond à la définition complète de Jean Dossetti. Donc vous avez, l'empathie qui est un phénomène complexe, bien entendu, et qui va, pas faire partie d'une seule région du cerveau. Elle va avoir, plusieurs, facettes. Plusieurs, aussi, connexions à l'intérieur de plusieurs régions et elle va diviser enfin lui en tout cas, il parle de 3 empathies différentes. L'empathie émotionnelle dont je vous ai parlé, qui elle est innée, sentir et partager les sentiments des autres. L'empathie cognitive, comprendre les sentiments et les pensées d'autrui et bien entendu l'empathie motivationnelle. C'est ce qui va en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de la définition de sympathy en anglais et c'est ce qui nous permet en fait de prendre soin de l'autre, du bien-être d'autrui. Donc, en fait, finalement, la définition de l'empathie, ça va pas être comme on l'entend parfois, se mettre à la place de l'autre, s'oublier. C'est vraiment avoir cette distance, avoir conscience de soi et avoir cette sollicitude empathique sans complètement se perdre, en fait. Où se développe l'empathie dans le cerveau? Ça va être important pour moi de vous le présenter, puisque ensuite, je vais vous, proposer, l'hypothèse sur laquelle je suis, partie en tant qu'enseignant-chercheuse, pour pouvoir, développer mon dispositif que j'ai mis en place et qui me permet, de développer l'empathie en classe et dans les établissements. Donc, l'empathie dans le cerveau, on ne va pas rentrer dans tous les détails. J'ai essayé de vous faire un petit schéma. Il va y avoir l'empathie émotionnelle, enfin une partie en tout cas qui va se développer dans le tronc cérébral, le cortex singulaire antérieur et l'amygdale et l'empathie cognitive principalement dans le cortex préfrontal. Je ne rentre pas dans toutes les, parties, pour l'instant, du cerveau et le cortex préfrontal pour, la plupart d'entre vous, peut-être que vous le savez puisqu'on en parle beaucoup pour les fonctions exécutives. C'est aussi la région du cerveau dans laquelle se développe la théorie de l'esprit, et les émotions. Donc en fait, je vous ai fait des liens entre, l'amygdale qui va être sollicité, également dans le développement des émotions et le cortex préfrontal. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a une proximité qui va se faire entre l'empathie et la théorie de l'esprit et il y a même certains mécanismes neuronaux qui sont, les mêmes, et qui sont sous-tendus par les aires temporales antérieures et préfrontales de façon commune. Donc en gros, pour simplifier, ben, vous avez les mêmes régions,
cérébrales qui vont développer, soit l'empathie, soit la théorie de l'esprit, soit les fonctions exécutives, soit les émotions. Donc moi, bien entendu, en continuant, mes recherches, mes lectures scientifiques, je me suis dit: «Bon, bah, alors comment enseigner l'empathie?» Et comme j'ai suivi un DU en neuroéducation à Paris Descartes, je me suis intéressée, en fait, à l'ingénierie pédagogique en neuroéducation. La neuroéducation, c'est, en fait, un mélange de 3 disciplines: la psychologie, les sciences de l'éducation et les sciences de l'éducation, la psychologie et les neurosciences. Et donc en fait, c'est grâce à cette, réflexion que, j'ai pu essayer de trouver, une façon d'utiliser, la neuroéducation qu'on utilise d'ordinaire dans les cogniclasses. Je pense que la plupart, enfin en tout cas aujourd'hui, si vous avez suivi la journée, on a dû vous parler des cogniclasses, on a dû vous parler des fonctions exécutives, et on a dû, vous dire que, elles étaient utilisées pour, développer en fait, tout ce qui est contrôle inhibiteur, la mémorisation, tout ce qui est, stratégie attentionnelle. Et moi je me suis dit: «Eh bien, je vais l'utiliser dans un premier temps dans les ateliers philo, dans tout ce qui est modalité en fait d'organisation de l'atelier». Et j'ai écrit un article que je vous invite à lire, dans laquelle, je m'explique justement, comment, la neuroéducation, les compétences socio-émotionnelles et la philosophie, permettaient, dans la théorie, de développer, les compétences socio-émotionnelles et parmi une de ces compétences, particulièrement, l'empathie. Donc concrètement, après toutes ces, recherches, j'ai fini par créer un dispositif. Et donc je l'ai appelé le DAD, c'est le dispositif d'accueil des émotions. Et vous comprenez que les fonctions exécutives dont je vous parlais tout à l'heure, ici je vous ai remis, un petit rappel de ce que c'est exactement, donc la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité attentionnelle, cognitive ou mentale. Donc ces fonctions exécutives qui font partie d'une certaine région du cerveau dans laquelle on va retrouver, le développement également, des émotions, enfin dans pas totalement puisqu'il y a plusieurs aires, et aussi, de l'empathie, vont avoir un lien avec les émotions et les sciences affectives. Alors, David Sander, que vous avez dû, peut-être, entendre parler, vous avez dû entendre parler de lui, cette année parce qu'il a fait beaucoup de communication et d'interventions à propos des émotions. Donc il nous rappelle, les compétences émotionnelles. Et je vous les ai mises ici, donc la compréhension des émotions, avoir des émotions justifiées et rationnelles, la reconnaissance de ses propres émotions, la régulation, la reconnaissance des émotions de chez autrui et la gestion des émotions d'autrui. Donc quand je vous dis ça, avec la définition d'empathie de tout à l'heure, vous commencez déjà à faire le lien entre, les émotions, les fonctions exécutives et l'empathie. Donc, on en arrive ici à l'hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure et tout en continuant à développer, ce lien, je pense que maintenant ça vous, en tout cas je pense, et après je vous poserai la question, vous pourrez me répondre dans le chat. Vous arrivez mieux à comprendre, comment j'ai construit ce dispositif. C'est-à-dire que j'ai fait le lien entre les fonctions exécutives et les émotions, en général, donc les sciences affectives, surtout avec le concept d'autorégulation. Les régions cérébrales dont je vous ai parlé, vous avez compris qu'en fait, elles vont être, certaines vont être propres à l'empathie et en fait, on va prendre appui sur la cognition morale et on va encore une fois, donc là, si vous lisez avec moi, on va encore une fois, se retrouver dans le cortex préfrontal, en lien avec l'amygdale, en lien avec, toutes ces régions qui, sont, finalement concomitantes et sont, en développement de façon, parallèle, de la gestation, on va dire, du fœtus jusqu'à, en fait, après, la maturation du cerveau qui va jusqu'à 25 ans. À partir de là, j'ai, isolé, plusieurs invariants en neurosciences. Donc, après plusieurs lectures, hein, bien entendu, je vous mets, les 5 invariants sur lesquels je me base pour construire le dispositif qu'ensuite je vais développer par des exemples vraiment plus concrets, hein. On n'est pas là pour faire de la science. Pour ceux qui sont arrivés par la suite, je me suis présentée. J'ai, une formation en DU neuroéducation, mais à la base, je suis, professeure certifiée, de lettres modernes
et j'ai, aussi un master en journalisme. Donc ensuite, on va vraiment appliquer ce dispositif à la classe et à l'établissement en concret, ce que ça donne. Donc les invariants que j'ai pu isoler en neurosciences, vous allez avoir donc l'expression de nos émotions, qu'elles soient désagréables ou agréables. En fait, rien que le fait de les exprimer, bon ça, on a pu, nous-mêmes peut-être en faire l'expérience personnelle, mais d'un point de vue, littérature scientifique, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que, ça permet en fait de réduire tout ce qui est, l'activation du cortex préfrontal au niveau de l'amygdale. Donc tout ce qui est au niveau stressé, enfin stress, ça va nous permettre de nous calmer. La réduction du stress, donc là également, je vous mets, que, les télomères, c'est ceux qui protègent c'est ce qui protège les chromosomes. Quand ils deviennent trop courts, la cellule, elle meurt et en fait, on a pu, constater, que le stress pourrait en arriver là et vous pouvez atteindre en fait la détérioration de nos propres, chromosomes. Donc la façon de réduire le stress, non seulement forcément ça va permettre, un bien-être de santé physique, mais également, par la suite, en lien avec l'éducation, de meilleurs apprentissages, de la discipline ou de n'importe quel enseignement, en fait. L'écoute attentive, qu'on peut retrouver également dans la CNV, communication non violente dont je parlerai tout à l'heure. La relation de caring, de bienveillance entre l'adulte et l'enfant. Et enfin, il y a une particularité que j'aime beaucoup et que j'ai quand même émis, même si c'est en dehors de l'éducation, ce sont les recherches de Bérangère Thiriou qui fait le lien entre l'insight et l'empathie. Et en fait, elle a pu constater que, développer l'empathie du point de vue du soignant en milieu médical avait un effet bénéfique pour le patient. Et en fait, elle travaille sur, la façon dont on pourrait, le transférer, d'un point de vue, éducationnel en fait, en classe, dans nos cours, au niveau de l'établissement scolaire. Donc, le dispositif d'accueil des émotions, je vais faire une petite pause peut-être là et je vais vous demander dans le chat si vous avez, enfin si jusqu'à maintenant, ça va, c'est clair. Parce que j'avoue que c'est un peu, parler de l'empathie et être face à un ordinateur, je parle seule quelque part et si vous avez donc dites-moi dans le chat si oui, vous arrivez bien à suivre. Si vous avez compris le lien entre, l'empathie, les émotions et les fonctions exécutives. Donc en fait, c'est principalement les neurosciences affectives et sociales et il va y avoir un lien avec, les sciences cognitives. Donc si, je vois que tout le monde est-ce que le chat marche ou oui, voilà, c'est bon. Parce que comme on a eu un petit problème tout à l'heure. Super, c'est gentil. Bon, bah, alors, si c'est très clair, ça va, je vais continuer. Ah bah, merci, c'est gentil. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, je vous avoue, parce que non seulement je ne me vois pas, mais je ne vous vois pas non plus. Donc alors là, on arrive à la partie qui est un peu plus, ludique, hein, et qui est un peu plus en lien avec ce qu'on fait en classe. Donc si vraiment on veut, intégrer le dispositif d'accueil des émotions en classe ou en établissement, il y a 2 composantes de la réussite de l'implantation, qui est la communication interne. Donc là, c'est dommage que j'ai pas vos avis, qu'on puisse pas avoir plus d'interaction, mais bon, je suis sûre que vous pourriez me donner plein d'exemples. Et l'espace cocooning, j'ai appelé ça l'espace cocooning parce que, finalement, on est tous partout à faire, à créer ces espaces, à les mettre soit dans nos classes, soit dans les établissements scolaires et on se rend bien compte qu'ils sont, heu, positifs à une meilleure relation entre l'adulte, l'enfant en général et donc qui permettent comment dire? D'établir les différentes étapes, du dispositif d'accueil des émotions. Donc la communication interne, il y a 4 leviers que j'ai identifiés, en faisant le diagnostic de mon propre établissement, mais en fait, qui apparaît être finalement, la même chose dans tous les établissements scolaires en général. Moi, je précise que je suis, enfin là, quand j'ai fait le diagnostic, j'étais en REP+, donc c'est aussi particulier, mais bon, en règle générale, j'ai aussi enseigné ailleurs et c'est pareil, hein. C'est donc restaurer les confiances, hein, pluriel, c'est adulte, enfant et c'est tous les services et c'est, toute la communauté éducative. Retrouver une motivation intrinsèque, renforcer le lien avec les familles et offrir un suivi personnalisé. Donc en général, quand on dit ça,
en tant qu'enseignant, on dit: «Oui, mais le temps, le programme». Et en fait, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait l'intégrer à l'intérieur des dispositifs existants ou de nos disciplines. On peut l'intégrer dans le cours. Là, ça va pas être de faire, de l'enseignement d'empathie en plus de nos cours, en plus de notre travail qui est déjà assez lourd. Ensuite, l'espace cocooning, bon, bah, alors là, c'est, selon les politiques d'établissement. Mais bon, là, on est dans un axe ministériel qui, va complètement vers le climat scolaire positif, vers le bien-être au travail, suite au Grenelle de l'éducation. Et on peut ici, donc certains l'ont déjà fait ou d'autres non, ça peut donner des idées. Donc dans l'établissement, forcément, ça va être tout ce qui est, l'espace, des escaliers, la cour, les murs, meilleure communication, au niveau de l'optimisation de l'espace. Vous savez, réfléchir à, où est la vie scolaire, où sont les enseignants, comment les faire communiquer davantage. Peut-être qu'ils sont à des opposés dans l'établissement scolaire. Bon, voilà, c'est réfléchir à toutes ces problématiques, travailler les tiers-lieux, comment les intégrer à l'espace, voter un droit au mouvement, l'intégrer à la réflexion des règlements d'intérieur, puisque l'enfant, ben, si vous prônez en fait l'empathie, la bienveillance et le climat scolaire positif, bon, ben, d'un autre côté, il ne faut pas non plus tout le temps leur dire de se taire, chute, de ne pas pouvoir bouger ou qu'il ne puisse pas s'asseoir comme il veut, parce qu'il faut être aussi cohérent. Donc je le dis plus bas, la cohérence éthique et sociale, c'est évident que c'est nécessaire. L'univers sensoriel aussi, il y a des concepts de Snow-Helen au Danemark, si je me souviens bien, qui permettent en fait d'avoir un espace où les élèves TDAH particulièrement, mais aussi d'autres profils, peuvent aller se reposer leurs sens. Et en fait, ça calme instantanément, enfin instantanément quand même au bout de plusieurs minutes, mais jamais au-delà de 20. Ça calme en fait leur sens, leur stress, leur niveau de stress, et ça leur permet de se remettre dans une posture attentionnelle efficace. Ah bonjour Marie, je vois que tu viens d'arriver. Donc, on en est maintenant au processus en 5 étapes. Une fois qu'on a mis, justement Marie, Boll-Besançon, elle vient de nous rejoindre dans la conversation. Si vous avez envie de lui parler, dans le chat ou autre, c'est avec, plaisir parce qu'elle a fait partie de la masterclass et elle fait justement elle intègre à l'intérieur de ses cours en maternelle dès 4 ans, des espaces cocooning, des métacognitions avec les enfants. Donc, d'un point de vue concret, le dispositif d'accueil des émotions, il va y avoir 5 étapes à prendre en compte. Et vous avez vu que les 5 étapes, elles prennent en compte, en fait, ben, les compétences émotionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, comment dire? Le travail, en fait, de développement, la maturation du cerveau entre, ce qui est possible ou pas selon la théorie de l'esprit à l'âge de 3 4 ans ou, en fait, il faut quand même prendre en compte la maturation du cerveau, l'enfant, le profil de l'élève. Donc apprendre à ressentir l'émotion. Ici, on parle vraiment du profil de la personne qui, par exemple, elle va vous crier dessus et puis elle vous dit qu'elle ressent rien. Voilà, c'est typique en fait, en général, les personnes qui sont coupées de leurs émotions, qui ne ressentent même pas. L'élève qui va crier, qui va claquer la porte, vraiment, qui va, ne même pas comprendre et avoir conscience qu'il est dans une émotion. Si on fait pas ça en premier, on ne peut pas apprendre à nommer son émotion, à l'exprimer. En ce moment, il y a beaucoup, enfin, beaucoup d'éditions, de maisons d'édition, d'ateliers qui nous permettent de nommer les émotions, de les exprimer. Et en fait, si l'enfant, il ne sait même pas à quoi peut ressembler, une émotion, l'expression d'une émotion, une sensation, ça va servir à rien. Donc je passe, l'apprendre à nommer l'émotion et l'exprimer parce que ça, vous savez exactement de quoi je parle. Oups, désolée. Alors le seul petit détail que j'ai oublié, c'est le téléphone fixe, s'il existe encore. Donc la troisième étape, ça va être l'entraînement à la situation communicationnelle. Alors ici, ça va être vraiment, d'un point de vue, c'est-à-dire tous les jeux de rôle, tout ce qui va permettre à la personne, à l'élève ou à l'adulte de pouvoir jouer la situation. Vraiment ici, l'empathie, elle peut pas, se faire, enfin l'enseignement à l'empathie et la compréhension de ses émotions ne peut pas se faire sans, une mise en situation.
La 4e étape, ça va être construire la coéducation positive. J'en ai déjà parlé tout à l'heure avec la restauration des confiances, c'est de la communication interne. En fait, il va falloir ici construire un lien avec, les personnes extérieures, notamment les familles, mais pas que et comme tisser une toile, pour pouvoir en fait recréer, la théorie de l'attachement, qui a été développée par Bowlby et qui a été vulgarisée par, Boris Cyrulnik, autour de l'enfant. Et enfin, un SAV de sécurité affective pour vraiment, faire comprendre à l'enfant que c'est pas parce que nous, on est dans l'établissement scolaire, mais qu'on a une vie aussi, mais enfin qu'il y a plusieurs autres personnes sur lesquelles il peut s'appuyer et qu'il peut toujours revenir si jamais il a besoin, de comment dire? S'il a besoin de nous pour, X raisons. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la communication interne. Ici, je vais juste développer, le stress qui entrave le bon développement du cerveau, mais alors, pas beaucoup puisque ça, on a dû vous en parler toute la journée. On en parle beaucoup du stress. Moi, c'est juste pour rappeler qu'il existe 2 stresseurs, qui sont, le premier psychogénique, donc c'est vraiment l'ensemble des facteurs environnementaux et puis, le biogénique, café, sucre, drogue, tout ce qu'on va ingérer. Et là, je vous rappelle tout simplement, le lien du développement avec le cerveau. Ici, par exemple, un stress prolongé va libérer notamment du cortisol, on en parle beaucoup et le cortisol va avoir un impact, délétère sur le développement, du cerveau. En rappel, vous avez l'hippocampe de 3 à 13 ans qui va développer notamment, mais vous avez bien compris maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas un siège spécifique pour la mémoire, il n'y a pas une région de cerveau pour les émotions, il n'y a pas une région pour les fonctions exécutives. Vous avez compris, c'est un ensemble de réseaux et de connexions qui va se faire. Donc, une fois qu'on a compris comment fonctionne le stress et qu'il y a vraiment un impact physiologique sur l'enfant, on va essayer de pouvoir, donc c'est de la métacognition, en fait. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire avec vous également, c'est de la métacognition. On est en train de se former à comprendre le cerveau, son fonctionnement, pour pouvoir ensuite intégrer l'empathie en classe. L'empathie, je vous ai dit aussi tout à l'heure que ça passait par la CNV, mais la CNV comment? Bah, la CNV, pas seulement en atelier, pas seulement en formation, dans l'établissement parce que sinon on peut attendre longtemps, parfois, hein, selon les politiques, selon, comment on peut, ben, ça prend du temps, hein, de faire une formation en établissement. Et on va la coupler en fait à des process. Donc il y a des process de transmission d'informations entre les services, vous savez, entre les professeurs, entre la vie scolaire, entre, tous les personnels de la communication éducative. On va aussi essayer de simplifier la validation hiérarchique. On va la rendre plus souple, rapide. Bon là, en même temps, on est dépendant de la direction, mais si ça fonctionne bien, on peut travailler sur une responsabilisation avec des pôles. Moi, j'avais travaillé avec des pôles et dans lesquels en fait, chaque responsable de mission ou autre avait, la possibilité de valider une transmission des informations. Parce que souvent, en fait, l'empathie va passer par les émotions et par ce qu'on va nous raconter sur le profil de l'élève. Et bien souvent, ça se fait entre 2 portes. Et on va vous dire: «Mais non, mais c'est confidentiel». Mais ça, non, c'est pas confidentiel. Donc en fait, toutes ces informations off, on va dire, se perdent et puis quand vous arrivez, en fait, le suivi se fait pas. Il faut redemander à l'enfant de parler, il faut redemander aux personnes de vous communiquer. Des fois, on appelle même des personnes qui travaillent pas et qui sont chez elles. Donc en gros, il faut vraiment travailler la transmission des informations et pouvoir créer des espaces numériques dans les ou non numériques, dans lesquels on va pouvoir retrouver ces informations. Quand est-ce qu'on a reçu les personnes, les parents, ils sont venus combien de fois, le suivi de la vie scolaire. Voilà, il y a des outils qui se font très facilement sur Pronote. Il n'y a pas que il y a pas que la direction et le CP et la vie scolaire qui peut utiliser Pronote à ce niveau-là. Et bon, voilà, donc tout ça, c'est à développer à l'interne. L'espace cocooning, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai juste fait une photo de ma classe. Bon, depuis, elle a un petit peu changé, hein, mais toujours dans l'esprit de laisser le mouvement et aux enfants avec des règles quand même qui sont en cohérence avec les programmes et le règlement intérieur. L'espace cocooning, ça va être aussi deux autres outils que j'ai développés avec des collègues. Le premier, c'est les feux de l'émotion des émotions, pardon. Alors, bon ça après la 5e, c'est déjà un peu grand, mais jusqu'à la 6e, allez 5e maximum, vous pouvez l'utiliser et ça vous sert justement à la première étape. Donc la première étape, du DAD, c'est celle, vous savez, où on sent quelque chose monter. Est-ce que, ça va être, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Ou est-ce que, vraiment là, faut pas me parler? Enfin, donc
le côté, couleur des feux tricolores, rouge, vert, orange, ça parle bien aux enfants. Après, il suffit de changer, on peut faire des triangles, donc pour les plus grands, on peut faire n'importe quoi. Bien entendu, la relation empathique et de confiance se fait avec l'adulte, donc l'enseignant aussi, il a ses feux des émotions à disposition pour pouvoir, communiquer, les émotions avec, les élèves. Le carnet d'objectifs fixes, il a été conçu, ici pour, accompagner l'enfant. Alors vous savez, il y a toujours des fiches de suivi et cetera dans les établissements scolaires en général, mais là, le carnet d'objectifs, ça va être plutôt quelque chose de personnel. Ça va être quelque chose qui va être suivi, ben, par l'enseignant ou par le professeur principal ou dans le cadre d'un GPDS ou dans le cadre de devoirs faits, enfin peu importe, des heures de vie de classe par exemple. Et on va pouvoir utiliser, ce carnet d'objectifs que je vous invite à aller regarder sur le site, que j'utilise à l'intérieur d'ailleurs les cartes de force de Scolavi, qui a accepté que je les utilise à l'intérieur de cet outil. Et l'enfant, il va devoir parler de ses émotions, utiliser un certain vocabulaire. En fait, il va, jongler un petit peu entre les premières, deuxième et troisième étapes du DAD. Et à la fin, il y a même une validation, dans le LSU, des compétences qui sont en lien avec ce qu'il peut trouver dans son bulletin scolaire et donc on va valoriser, son, travail personnel et le développement des compétences psychosociales qui existent. Il y en a quelques-unes, donc je les ai, relevées et je les ai mises dans ce carnet d'objectifs et donc il y a quelques compétences psychosociales qui existent et qui sont, dans notre LSU, que vous pouvez valider dans le bulletin de l'élève. Alors concrètement, en classe de français. En classe de français, vous allez avoir plusieurs choses, processus d'identification des personnages, et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on fait en cours. Vous pouvez aussi l'intégrer dans d'autres disciplines si vous n'êtes pas prof de français, hein, tout ça, ça marche aussi, il faut adapter. Moi, je vais vous donner des exemples, de processus d'identification aux personnages. Alors là, par exemple, c'est, la scène inventée alors on a travaillé, dans une séquence sur le roman Poil de carotte et la pièce de théâtre. Et à l'intérieur donc, de ce cours, on va travailler les différentes étapes du DAD. On va travailler, ben, les émotions, on va travailler le vocabulaire, on va se mettre à la place de l'autre par des jeux, des scénettes. On va effectivement, réécrire la scène et on va passer par ce processus d'identification des personnages qui va aller du personnage donc fictif au personnage réel. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les élèves travaillent, ils vont se rendre compte que, leur situation, communicationnelle, elle doit avoir du sens. Est-ce qu'il peut réagir comme ça? Qu'est-ce que la mère pourrait dire si jamais elle voyait vraiment Poil de carotte à la fin et qu'elle lui demandait pardon? Est-ce que c'est plausible ou pas? Donc, là, il y a tout ce travail-là qui dure pendant toute la séquence et ici, c'est leur rendu, et ils ont réécrit une scène qui n'existe pas dans la pièce de théâtre et à l'intérieur de laquelle, bien entendu, l'évaluation n'était pas, heu d'écrire les meilleurs vocabulaires ou sans faute d'orthographe, puisque vous voyez ici, là, si je pouvais vous inviter, qu'on avait un peu plus d'interactivité, même je pourrais vous le demander dans le chat, hein. Est-ce que, enfin, selon vous, la photo à gauche, est-ce qu'elle donne envie d'avoir, enfin, est-ce que tout de suite vous vous dites que l'élève va avoir une bonne note? Ça nous permet de faire une petite pause parce que, parler, longtemps comme ça face à personne. Donc dites-moi, quelques-uns si, vous arrivez à enfin, je sais pas si vous arrivez, mais quel est votre avis? Voilà, la copie qui est à gauche, voilà, non effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de me donner leur avis? Est-ce qu'on donnerait une bonne note à cette copie, quand on la lit, directement? Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, l'écriture, elle est un peu, hésitante. On est, sur, des élèves, en fait, en niveau cinquième. Et là, en fait, je voulais faire appel à nos biais cognitifs, puisqu'en général, on va avoir, tout de suite ce rejet de se dire: «Oh là là, c'est quoi cette copie? Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que ça correspond aux consignes?» Et en fait, cet élève a eu une très bonne note parce que, la consigne attendue donc ça, on vous le dit, heu, quand vous développez dans les Coniclass,
toute l'ingénierie en neuroéducation, vous travaillez sur en fait comment dire? Vous travaillez sur désolée, bah, ça m'a échappé. Bon, en fait, c'était pour vous dire qu'au niveau des biais cognitifs, on a tout de suite une impression, un a priori. Ah oui, voilà. Et en fait, j'étais en train de vous dire que, bah, en général, il faut donner une consigne et une tâche et c'est tout. Donc là, il y avait une consigne, une tâche par rapport à cet exercice d'écriture. C'était pas le vocabulaire, vous avez vu, c'était pas l'orthographe, c'était, le processus psychologique des personnages. Et là, en fait, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus dur à faire, c'est la cohérence de la scène et cetera et quand on passe tous ces biais cognitifs en lien avec le français, la discipline, en fait, l'élève a une très bonne note, il est valorisé et ça lui permet de reprendre confiance en lui. Donc là, je vais vous faire écouter, une petite, ça va me permettre un petit peu, de vous faire écouter, le processus d'identification. Cette fois-ci, les élèves sont mis à la place de journalistes. Donc on change de posture, leur faire changer de posture. Bon, moi, c'est journaliste parce que j'ai été journaliste. Vous, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, ça peut être, toutes les postures, que vous pouvez, avoir, en compétences personnelles et ils ont écrit donc ils ont fait des recherches par rapport au travail de français, bien entendu et ensuite ils se sont lancés dans un exercice d'expression de qu'est-ce que le bonheur? Donc je vous laisse écouter. Ça dure, 1 minute. Il y a un problème de son. Il y a pas de retour au son. Ah, on n'entend pas? Ah, c'est pas possible. Alors attendez, je vais refaire, mais pourtant tout à l'heure j'ai fait autorisation son. Alors je vais couper l'écran. Voilà. Je vais recommencer. Je vais inclure la vidéo. Non, je l'avais fait. Vous voyez comme quoi on n'est pas à l'abri de au test, ça avait marché. Alors dites-moi si ça marche. Normalement, ça devrait marcher là. Le bonheur, c'est... Je vais quand même remettre. Ça va, ça va. Ah, ça y est là? Bon, bah écoutez, tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Bon, bah tant mieux, ça marche. Le bonheur, selon moi, est de se respecter les uns les autres pour vivre en société. Le bonheur est la simplicité et la sincérité du monde. L'argent fait-il le bonheur? Le bonheur, c'est d'être libre. Le bonheur dépend-il de soi? Le bonheur, c'est quand les gens sont heureux. Le bonheur, c'est la vie. Le bonheur, c'est être bien dans sa peau, avoir confiance en soi et en son entourage. Le bonheur, c'est de s'assumer. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est le fait d'être joyeux, souriant et de profiter de notre famille qui y contribue. Le bonheur, c'est la joie de vivre, être libre, être soi-même, être bien dans sa peau sans particulièrement être riche, mais profiter du temps avec son entourage ou les gens qu'on aime. Le bonheur pour moi, c'est d'être joyeux dans ma vie. Le bonheur, c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Donc là, c'était des élèves de 3e et donc en REP+, ils avaient, des difficultés. De toute manière, en général, les élèves ont des difficultés avec les exercices d'expression, des émotions et encore plus quand c'est poétique. Mais ça aurait été bien de savoir, votre retour, ce que vous en pensez, parce que ça a l'air simple comme ça, ce qu'ils ont écrit et puis au final, il y a eu quand même, un travail sur le haïku, sur pas mal de choses. Et en fait, ce qui a été intéressant ici, c'était vraiment l'échange des émotions avec les autres. Ils ont dû se mettre en binôme, ils ont dû parler de leurs propres émotions et ils ont dû, écrire, ce qu'était le bonheur pour l'autre et pas seulement pour Il y a une demande d'intervention. Ah! Super, alors allez-y. Parce que moi je voyais pas l'intervention, alors allez-y. C'est NC. Je sais pas à qui ça correspond. Ah oui, NC, ce qui est sur le chat.
Donc la personne qui est NC dans le chat, elle a levé la main, c'est ça en fait, Axel? C'est ça, Yann m'est levé, ouais. Mais ça y est, elle est ici. Bon, OK. Bon, bah, alors on va continuer. Le bonheur se Donc le processus d'identification, ça va être aussi, le changement de posture, donc pas seulement en tant que journaliste, mais on peut, les faire, se mettre à la place de l'autre, grâce à des ateliers philo pour les enfants. Alors là, particulièrement, il y en avait un, je ne peux pas vous le faire écouter là, il dure 5 minutes et quand même, ça serait intéressant que enfin, si vous êtes curieux, parce que c'était sur, donc ils ont tout fait eux-mêmes, hein. À partir du moment où, je travaille avec eux, ils choisissent leur thème, ils choisissent, les modes d'expression, ils choisissent les supports, enfin, c'est eux qui font tout. Moi, je les accompagne. Donc ici, ils ont choisi le sujet de l'homophobie et à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont parler de, bon allez, je vous fais juste un petit extrait parce que c'est Comment on dit? Ça dépend que de Dieu. Ça dépend que des instructions qu'on me dit dans le Coran. Sinon, si ça tiendrait qu'à moi, personnellement, j'aurais laissé mon enfant être heureux comme il est. Non mais d'accord, je veux bien que ça soit la religion et tout, mais tu contrôles pas de qui tu tombes amoureux, ça se contrôle pas. Enfin, je sais pas, c'est pas un jeu, c'est pas tu dis ah toi je t'aime, toi je t'aime pas, toi je vais être amoureux de toi, ça se contrôle pas. Enfin, d'accord, vous pensez religion, je comprends que vous pensez religion, mais je sais pas, tu peux pas t'empêcher de d'aimer quelqu'un. Quand tu tombes amoureux, tu peux pas te dire ah non, je vais m'empêcher parce que je sais pas, enfin, tu vas pas te ronger toi-même, te rendre malade pour pas tomber amoureux de quelqu'un. donc là, je vous coupe, parce que ça dure 5 minutes. Alors donc en fait, ça, c'est une illustration de ce que je vous ai dit au début. Enfin, au début, je vous ai, parlé de cet article que j'ai écrit sur, le lien entre neuroéducation, les modalités de conception d'un atelier philo et les compétences socio-émotionnelles. Donc ici, on a bah, l'illustration parfaite. Moi, j'interviens pas, je suis juste là pour prendre le son et après pour faire le petit montage avec les musiques, etc. Et ils ont choisi le thème. Ils ont un bâton de parole qui va réguler en fait l'attention. Ils vont pouvoir se laisser parler, ils vont apprendre à s'écouter. Ils mettent en pratique la CNV et enfin, ils vont pouvoir exprimer d'un point de vue donc discipline, parce que quand même j'enseigne le français, ils vont pouvoir exprimer leurs émotions, entraîner l'esprit critique et forcément tous les processus d'argumentation. Là, à droite, vous avez des jeunes filles qui, elles, donc elles étaient en. Alors là, on avait des 5e, mais là, ce sont plutôt des 3e. Et elles ont décidé de faire. C'est du design thinking. Je les avais mis en posture donc de se mettre en chef de projet. Et elles avaient choisi de partir dans la rue, faire un reportage sur les femmes SDF. Et donc là, je suis avec elles simplement pour ça, pour les accompagner ce jour-là. Tout le reste, elles l'ont fait seules et elles ont monté ça pour, l'oral de 3e, vous savez, l'histoire des arts. Donc il y a toute l'autonomie, enfin toutes les compétences ici psychosociales, elles sont mises en place. Elles ont développé l'autonomie, l'esprit critique, la cohésion de groupe, enfin, toutes ces compétences psychosociales en lien avec les compétences scolaires, elles ont été développées en même temps que l'empathie. Ici, vous avez remarqué qu'elle est toujours là, elle sous-tend tout le temps, elles se mettent à la place de la personne. Ensuite, elles ont décidé toutes seules de lui, faire un petit sac, de provisions, en lien avec elle, en lui demandant ce qu'elle voulait, etc. Donc, en fait, on va intégrer la discipline dans la vie pratique de tous les jours et dans la société. Et c'est ça qui fait que, là, c'est le design thinking particulièrement, mais là, la composante empathique dans cette façon de travailler, elle va permettre ici de développer les compétences socio-émotionnelles, les compétences psychosociales, grâce à cette ingénierie en neuroéducation. C'est-à-dire qu'en fait, là, la différence avec les autres projets qu'on pourrait faire, parce qu'on a oui, bah, nous aussi, on le fait, etc., c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais créer un projet, un dispositif ou autre, on va mettre en place tout ce que je vous ai dit avant avec la métacognition sur le cerveau. Donc là, cette fois-ci, ils se mettent à la place des réalisateurs de cinéma. Ils sont partis faire des montages à Cannes. Et maintenant, c'est une méthode d'investigation que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle discipline. Ça s'appelle l'enquête du sens. Donc, elle est créée sur le principe en fait d'investigation scientifique. Vous avez la même chose qui se passe en sciences.
Donc, n'importe quelle, donc les personnes, je ne sais pas s'il y a des personnes qui qui ont des disciplines scientifiques et qui suivent l'atelier. Et en fait, à l'intérieur de ce process de méthode d'investigation, moi, je l'ai transposé pour le français. En fait, au-delà du français, en fait, pour les sciences humaines, tout ce qui est décryptage du sens avec développement de l'esprit critique. On va partir des impressions de l'enfant, enfin de l'élève. On va partir de ses impressions sur une série télé, sur un texte qu'on va étudier, une peinture, une photo, un manga, enfin peu importe, une pub. Et on va partir de ses impressions. Il va analyser ses impressions, donc qui passe toujours par l'émotion, le vocabulaire, en fait, toutes les étapes du DAD, se mettre à la place de l'autre. Et ensuite, on va, à partir de ses impressions de lecture, trouver des preuves dans le texte. Et cette fois-ci, nos indices à nous, ils vont être plutôt, comme on est en français, identifier les champs lexicaux, les figures de style, etc. Et on va utiliser tous ces indices comme des preuves pour pouvoir créer nos propres hypothèses de lecture. Donc, on est vraiment dans une démarche scientifique, mais on va l'utiliser en français pour tout ce qui est recherche du sens, en fait. Que veut dire tout ce que j'apprends en classe, à quoi ça va me servir dehors. Donc, il y a toujours, vous voyez, cette démarche de design thinking, de lien avec l'autre, de cohésion empathique, éthique et sociale. Là, je vais lui laisser regarder. Alors, ça, c'est donc le design thinking, j'en parle depuis tout à l'heure. C'est dans ce projet-là utilisé pour la création de nudge. Donc, je vais vous laisser écouter ce qu'est le nudge et comment ils ont créé leur nudge. Ça dure pas longtemps. Ils ont fait tout eux-mêmes, hein, même la réalisation de la vidéo. Nous sommes la 4C du collège Jules Romain. Je suis Aymen et nous sommes avec Sarah et Abderrahman. Avant les vacances de Noël, nous sommes venus exceptionnellement le jeudi et le vendredi pour vous faire un mini-film sur le nudge. Nous allons vous présenter le nudge. Tout d'abord, nudge qui en anglais signifie coup de pouce, est une technique qui change le comportement des gens sans les forcer. Comme au fond de l'urinoir d'Amsterdam, ils ont dessiné une mouche pour que les hommes puissent mieux pisser et donc ainsi dépenser moins d'argent dans le nettoyage de ces derniers. Notre nudge est un panier de basket en guise de poubelle avec des marquages de couleurs qui vont indiquer l'emplacement et comment recycler. Bien sûr, nous allons recycler du papier et surtout du plastique car c'est notre projet. Et notre nudge sera placé dans notre collège. Cela va changer le comportement des élèves et les inciter à vouloir recycler tout en s'amusant. Hier, à la cantine, nous avons mangé des bonbons et ce matin, nous avons retrouvé des déchets de plastique partout dans la cour. Donc, est-ce que chacun, vous avez bien, vous avez réussi à comprendre et enfin, ce que vous pensez de ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas trop s'il reste beaucoup de personnes là, entre la France où il fait tard et les autres ateliers de la journée. Donc là, vous avez les élèves de 4e qui ont inventé un nudge, vous avez compris, c'est pour pouvoir changer. En fait, c'est utilisé partout dans le monde, par les entreprises, par les politiques gouvernementales, soit pour remplir sa fiche d'imposition, donc pour certains pays, soit pour, comme vous l'avez entendu, bon, un petit écart de langage, à l'aéroport d'Amsterdam pour faire changer les comportements des messieurs qui salissent les urinoirs des toilettes de l'aéroport. Et eux, donc, c'était pour faire jeter les plastiques et les déchets à la limite triés, mais là, c'était particulièrement les plastiques, des élèves ou des personnes de leur quartier dans les poubelles. Et ils ont décidé tous ensemble, par plusieurs petits groupes avec plusieurs chefs de projet et en réflexion, vraiment, je les ai mis en immersion entreprise et c'est eux qui géraient. Et ils ont chacun trouvé des idées. Ils ont fini par voter pour un
projet qui est celui-là. Et ils ont mis en valeur ce projet en faisant la réalisation. Donc, c'est transformer les poubelles en mini terrain de basket avec une délimitation pour pouvoir tirer les paniers et pour pouvoir customiser les poubelles et pouvoir trier tous les déchets plastiques. Donc ça, en fait, ils avaient fait une demande au chef d'établissement pour le mettre en place dans le collège et éventuellement, donc c'était en cours. Merci Marie. Oui, c'est une belle idée en fait. On peut la tester avec les petits et on avait prévu avec, c'est gentil, ça me fait un peu d'interaction. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat. Et en fait, on avait prévu avec des écoles, justement, parce que toi, tu es en école, et ben, on avait prévu avec des écoles de les mettre en place dans des ateliers en lien avec l'éducation au développement durable. Et ensuite, donc en fait, ils pouvaient créer ça dans leurs propres écoles. Ça peut être, en fait, c'est un concept qu'ils auraient pu tout à fait vendre et qu'ils auraient pu, je leur ai expliqué. Après, on a reçu des entrepreneurs. Ah bah voilà. Donc, on avait reçu une entrepreneuse qui leur avait dit que leur projet, on pouvait tout à fait le commercialiser et ils avaient pu comme ça le mettre en pratique théorique, même si on n'a pas pu le faire vraiment à ce niveau-là. En fait, ils avaient pu se rendre compte que ce qu'ils avaient fait, ça peut servir dans la vie de tous les jours en société, même là, en ville, aux abords des écoles, etc. Hop. Donc maintenant, on arrive vers la fin. Enfin, vers la fin, il est 8h et je crois que ça se finit à 8h30. Mais bon, si vous avez envie de poser des questions, tout le long, je vous ai demandé si vous aviez, certains avaient des questions, d'autres pas. D'autres peut-être sont partis ou d'autres n'osent pas les poser, peut-être à la fin. En tout cas, je vous inviterai à ouvrir vos écrans pour qu'on puisse discuter. Et maintenant, il y a donc l'empathie, on va l'intégrer également dans l'établissement. Donc, comment on va faire? On a plusieurs façons. Je vous en ai déjà donné beaucoup, mais là, je vais surtout parler de l'activation du GPDS. Et donc, le GPDS, c'est le groupe de prévention de lutte contre le décrochage scolaire, qui est normalement à activer dans chaque établissement. Donc, j'ai été référente donc des décrochages scolaires. J'étais également référente de Coniclass pour pouvoir intégrer les Coniclass dans l'établissement. Donc, tout ce que je vous ai dit là, je ne l'ai pas fait seule, tout simplement. Je l'ai aussi fait avec une équipe de plusieurs enseignants. On essayait de travailler on a essayé en tout cas de travailler sur des cohortes tant bien que mal, puisque comme vous le savez, ce n'est pas nous qui choisissons nos classes d'année en année, etc. En tout cas, on a essayé de mettre en place avec une équipe de 10-12 personnes, tout confondu, enseignants, AED, la vie scolaire, l'infirmière, l'assistance sociale. On a mis en place donc plein de dispositifs. Et là, ça a été particulièrement celui du GPDS. Alors, sachez que vous pouvez intégrer ce que je viens de vous dire, le DAD, les sciences cognitives en lien avec les Coniclass, aussi dans les devoirs faits. On pourra en parler plus tard. Mais donc, j'étais sur des réflexions pour pouvoir faire ça avec le dispositif devoir fait. On peut le faire vraiment pour tout ce qui existe déjà dans l'établissement. Et il existe quand même pas mal de choses. Donc là, le diagnostic qu'on doit faire en général quand on s'apprête à travailler en GPDS, on avait le climat scolaire, les résultats scolaires, le projet personnel. Vous avez des indicateurs scolaires, mais il ne fallait pas, donc ce qui est assez nouveau, enfin ce qu'on essaye de faire également, c'était vraiment les indicateurs extrascolaires. Donc le climat scolaire, lien avec les familles, le soutien familial, le lien avec l'extérieur, donc tout ce qui est associatif, etc. Bon, ça, on le fait déjà, mais vous avez compris que ce tissage, il se fait avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la CNV, la communication interne. On avait isolé 3 champs d'action qui reviennent dans chaque établissement, en fait, après, quand on parle entre nous, à travers les académies, etc. Le climat scolaire, le projet personnel et les résultats scolaires. En fait, on a 3 profils à chaque fois d'élèves qu'il faut cibler. Donc, ce GPDS nous permet de cette relation à l'empathie dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on va intégrer, tout ce que j'ai exposé, on va l'intégrer cette fois-ci, non pas à des disciplines d'apprentissage de français, etc. On va l'intégrer au GPDS en lien avec ces élèves décrocheurs qui vont avoir des profils. Donc, comment on fait pour profiler en même temps? Ça, c'est pas très facile. Mais il y a tout un travail de support communicationnel
il y a ce travail de relation, d'écoute, de CNV. En fait, le DAD, il va vous permettre de mettre en place les entretiens, l'écoute et le suivi avec l'accompagnement personnalisé. Là, je ne peux pas forcément rentrer dans tous les détails, mais en règle générale, c'est ça que je fais dans l'établissement et c'est pour ça que j'ai créé mon association. C'est qu'en fait, je peux aller aider dans les autres établissements ou dans les autres structures à faire cela, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est, c'est une sorte d'audit, j'ai envie de dire. En fait, une sorte d'audit pour pouvoir faire le diagnostic de l'établissement, de la façon dont ça fonctionne, les espaces, comment ils sont faits à l'intérieur de l'établissement, et puis ensuite rendre une proposition. Rendre une proposition pour pouvoir utiliser, enfin agir sur ces 3 champs d'action et puis utiliser les leviers dont j'ai parlé. Un des leviers que vous pouvez utiliser et qui va être super agréable à faire et qui va resserrer toutes les confiances, enfin qui va travailler sur cette communication interne, c'est alors d'accord, les ateliers, vous allez me dire, nous aussi on en fait, mais en fait ici ça va être parce que je vous dis ça parce que des fois on a ce petit biais qui dit mais non, mais tout ça, ça existe déjà. Sauf qu'en fait, à chaque fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais des fois que certaines personnes seraient parties, revenues, etc. Je répète vraiment, chaque chose qui va être conçue et proposée, elle va être travaillée grâce à cette ingénierie pédagogique en neuroéducation. C'est vraiment à chaque fois ce qui va sous-tendre chaque chose. Et c'est ce qui va faire la différence. En fait, ça va rendre les projets et les propositions efficientes et qui vont agir sur certaines actions sur le cerveau qui, normalement, alors, on va arriver vers la fin sur l'évaluation quand même de tout ça, mais dans la plupart des cas, en fait, le transfert, il devrait se faire. Donc, les ateliers relais ici qui ont été pensés, ils ont été pensés grâce aux compétences personnelles des personnes. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, là, je vous demande quelles sont vos compétences extrascolaires. Qu'est-ce que vous savez le mieux faire? Est-ce que vous savez jouer d'un instrument? Est-ce que vous savez danser? Est-ce que vous avez des particularités, des dons pour X choses que vous savez faire en dehors de votre discipline, qui va tout le temps, en règle générale, un petit peu ennuyer l'élève, mais on va se servir de ce média pour pouvoir l'atteindre, en fait, pour pouvoir le faire travailler sur lui-même, selon le profil qu'on aura diagnostiqué en amont. Donc ici, on avait par exemple, donc ça c'est propre à notre établissement, à un instant T, avec des personnes qui avaient des compétences spécifiques. Donc il y avait Ahmed qui avait des compétences en karaté et qui avait des compétences en maths. Sauf que le karaté, on va axer sur tout ce qui est sciences cognitives ici, qui va nous intéresser en lien avec l'empathie aussi également, donc tout ce que j'ai décrit dans la première partie de l'intervention. Et on va donc axer sur les valeurs morales, sur le dépassement de ses limites, sur le respect des règles. Et tout ça va correspondre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, la cognition, tout ce qui est les compétences de cognition morale, toutes les activités dans les aires cérébrales en lien avec les émotions et l'empathie. Pareil pour les mathématiques. On va utiliser tout ce qui est design thinking en essayant d'appliquer les maths, en essayant d'appliquer les maths à la vie quotidienne. On va également utiliser la méthode d'investigation avec des énigmes, des jeux. Vous voyez, c'est toujours les mêmes invariants également qui reviennent ici en sciences cognitives qu'on utilise dans le cadre des coniclasses. On va utiliser par exemple le théâtre forum. Vous savez peut-être ce que c'est. Le théâtre forum, ça va être la particularité de réécrire les scènes à un instant T, en fait, qui va se passer comme une improvisation. Et là, les élèves vont pouvoir se mettre à la place, faire les réactions. Un petit peu ce travail qu'on a fait au tout début avec les élèves que je vous ai présentés, du roman de Renard, sauf que là, ils l'ont fait en groupe sur une scénette particulière. Et bien là, ils vont le faire en jeu de rôle, façon théâtre, sur des scénettes qu'ils auront vues ou qu'on aura isolées de peut-être de conflits, de harcèlement. Ça fait penser aussi au jeu des 3 figures qui peut être utilisé de Serge Tisseron et qu'on utilise pour lutter contre le harcèlement. Il va y avoir de l'atelier de tango. Il va y avoir, donc là pareil, le tango, ça va pas être pour pouvoir juste savoir danser. On va particulièrement axer sur la concentration et la coordination, mais surtout le miroir. Parce que c'est une danse de couple. On n'est pas obligé de se toucher forcément, hein. Et en fait, on va être obligé de se caler sur les pas de l'autre et de l'écouter sans parler.
Donc ça, c'était très intéressant et ça marche très bien. Bon, je ne vais pas vous détailler tout le reste, mais vous avez compris qu'à chaque fois, on va prendre des compétences et des particularités de la personne en lien avec une pédagogie en neuroéducation. Parce que sinon, ça serait juste faire des ateliers, quoi. On ne voit pas l'intérêt. On n'est pas ici pour faire. Vous voyez, on est à l'école, on se distingue bien. On n'est pas en train de faire de la garderie et on n'est pas en train d'être au centre aéré, par exemple. Quoique, on pourrait quand même le faire. Et puis comme ça permettrait de développer des fonctions exécutives ou l'empathie dans d'autres sphères que l'école. Donc là, on arrive à la fin. Tu tombes bien, du coup, Marie, puisque tu es là. Je parle de toi parce que le prochain thème de l'émission sur l'empathie, ça va être... Donc, c'est une émission que j'ai créée et dans laquelle je parle de plusieurs choses qui vont aider à intégrer l'empathie dans la société. Et le prochain thème, ça va être avec Marie sur comment créer un espace de métacognition maternelle dès l'âge de 4 ans. On a créé avec Marie Boll-Besançon, avec Juliette Galmiche, avec plusieurs intervenantes, une masterclass dans laquelle vous allez pouvoir avoir la façon dont vous pouvez intégrer l'empathie par le biais de l'attention, de la mémorisation, de la métacognition. Et en fait, chacune, moi, je l'ai fait aujourd'hui avec un autre lien, mais les 4 autres intervenantes, elles vont le faire de la primaire, donc même de la maternelle, jusqu'au secondaire. Je vous invite à y aller et à accéder au Padlet de ressources, en fait, qu'on a enrichi de toutes nos expériences, de toutes nos littératures et de toutes nos références. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite je vais couper mon écran. Enfin, je coupe mon écran de partage. Et puis, si vous pouvez mettre vos vidéos pour ceux qui sont encore là, il est déjà 8h10. Et donc, en France, en métropole, pardon. Et bon, et nous, il est un peu tard, mais peut-être qu'il y a des personnes de la Guadeloupe qui sont présentes ou autres et qui auraient envie de partager leurs impressions. Est-ce que vous pouvez allumer vos vidéos si vous en avez envie, ou en tout cas vos audios, et que vous auriez envie de partager? Je vous présente Marie, et d'ailleurs, ça va me faire un petit souffle qui intègre l'empathie également, avec tout ce que je viens de vous dire, toute la partie apport théorique de la première partie. Je l'ai dit. Mais pour les 3-5 ans. Voilà, donc si tu veux. Désolée pour le son, hein, c'est pas terrible, mais voilà. Allez, vas-y, je te laisse parler et ça fait une petite transition. Si vous avez Non, des non, voilà. Moi, je m'occupe de la partie recherche dès la maternelle, et donc là, j'ai créé un espace laboratoire de recherche sur le cerveau avec tout notre travail sur l'empathie, sur les sciences cognitives, sur les émotions, hein, aussi très important en maternelle. Voilà, donc que je vous présenterai un peu plus tard, parce qu'il faut qu'on le teste aussi avec nos élèves pour vous donner des idées très tôt. Et tu fais une très belle transition avec l'évaluation. Eh bien oui, c'est ça, et l'évaluation. Dont j'ai parlé tantôt. Parce que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc ça part de théorie, ça part déjà d'une posture d'enseignant-chercheur, avec des apports théoriques en neuroéducation. Et bien entendu, j'ai été dans la phase d'expérimentation avec les équipes. Et ensuite, il aurait fallu une grosse phase d'évaluation. Alors, nous, à notre petit niveau, comme vous également, si on n'a pas la chance d'être intégré dans de l'action-recherche en lien avec des laboratoires et des universités, on peut quand même trouver des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Donc, quantitatif, tout simplement, le nombre d'élèves. On va mettre des pré-tests. Alors, quand même, il y a tout en DU neuroéducation à Paris-Descartes où j'ai été, mais c'est sûrement le cas dans les autres formations en neuroéducation. On a quand même une formation pour pouvoir mettre en place ces évaluations, avec l'intérêt des pré-tests, des post-tests, à quels endroits, à quel moment de notre expérimentation on va le faire. Est-ce qu'on fait des cohortes, de groupes, de combien de personnes, de combien de temps, combien de fois, de fréquences. Donc, tout ça, c'est à mettre en place. C'est une grosse logistique, mais on peut quand même essayer de le faire quand on est en lien avec l'établissement et la direction. Après, en plus petit,
si on ne peut pas faire tout ça, on peut quand même, comme je le disais, faire des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. C'est ce que j'ai essayé de vous rapporter aujourd'hui ici. On a au niveau quantitatif quand même le GPDS, il nous a permis, alors c'était en période de confinement, et il nous a quand même permis de faire sortir sur 14 élèves, il nous a fait sortir quand même plus de la moitié, hein, plus de la moitié sont sortis du décrochage, du dispositif de décrochage scolaire en très peu de temps. Et tout ça, c'est publié, enfin, à mon petit niveau, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, notamment la binôme en vie scolaire Dalila Ben Saïd et donc toute l'équipe de Jules Romain avec qui j'ai travaillé à Nice. Je vous invite à ouvrir vos vidéos ou en tout cas vos audios, si vous avez des petites questions ou autres sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il est 8h presque quart. Ne soyez pas timide. Sauf si vous êtes parti chercher un truc à manger ou à boire. Je sais pas quelle heure il est en Guadeloupe. Pour ceux qui sont de là-bas, je crois qu'il y a encore Axel. 14h12. Ah, 14h12, bon. Enfin, quand même, c'était un peu après le déjeuner, hein. Non, ça va, hein. Ça va? Dans mon intervention, je veux dire, que ce soit en Guadeloupe ou en métropole, on a eu, c'est la période où on mange et on digère. Est-ce que vous avez des impressions ou même de ce que j'ai pu vous présenter, comment vous avez trouvé ou si vous avez des Voilà. interrogations? Bon, moi, j'aurais une question, c'est, j'aimerais savoir enfin, comment vous le ressentez, vous, la tendance, justement d'intégration, de ce type de concept à la pédagogie actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui est en stand-by? Est-ce que c'est quelque chose qui s'entend de plus en plus, qui évolue, de plus en plus d'adhérents? Vous parlez de l'ingénierie en neuroéducation? Oui, et son application au sein des établissements scolaires? Ah oui. Alors, je dois dire que ça en fait, c'est justement ce à quoi j'essaie de répondre avec le DAD parce que, on a enfin, d'un point de vue ministériel, ça correspond tout à fait, à ce qui est demandé et donc si on reste dans les programmes, hein, pédagogiques et mais après dans la mise en place, c'est un peu toujours la même chose et on essaye de se mettre, là, si on change de posture et que nous-mêmes en tant qu'agents, on va se retrouver finalement à la place d'élèves parce qu'on est en train d'apprendre une nouvelle discipline. Comment faire pour l'intégrer au sein de nos équipes? Comment faire pour faire passer donc la communication, la formation et le tissage en fait de ce que j'ai, développé aujourd'hui, avec vous, hein. C'est ça qui est difficile. Il faut passer à travers les biais cognitifs, il faut, pouvoir répondre aux besoins de l'établissement en faisant des diagnostics, il faut aussi pouvoir l'intégrer à sa propre discipline. C'est-à-dire comme ça, il va y avoir au début une forte dose de travail en fait qui après va complètement s'atténuer. Mais au-delà de la mise en œuvre, comment c'est accueilli? En fait, c'était ça là où j'avais ma Ah, question. c'était Est-ce que l'accueil. les Ah, j'avais personnes sont voilà, est-ce que les personnes sont réticentes ou alors bon, même si on ne sait pas, il y a pas de souci, on veut bien essayer? ah bah, au niveau de l'accueil, bah, là, tout à l'heure, enfin si quand même j'en parle un petit peu, il y a les biais cognitifs qui sont toujours actifs et qui sont en nous et bon, ça dépend en fait où on est. Ça dépend quel est, l'état d'esprit de votre établissement, des collègues, en général, enfin, il y avait, dans mon établissement, si vous parlez du mien en tout cas, dans mon établissement, il y avait, il y avait les 2. En fait, on crée son équipe pour que ça marche de toute manière, peu importe le projet. Pour que ça marche, il faut créer son équipe, je pense, à la base et à partir de là, on a des personnes motivées et qui sont en demande de travailler et de faire réussir le projet et faire aboutir le projet. Donc au niveau de l'accueil, je dirais que c'est mitigé. Ça dépend du niveau des biais cognitifs qu'on peut avoir, par rapport à la neuroscience. Si, on pense que les neurosciences, c'est une mode, comme certains ont pu le dire et que ça va passer, enfin, là, on va rester axé, comme je vous l'ai dit, dans la présentation, on reste axé sur tout ce qui est métacognition, apprendre au moins quand même et moi je pense comme Jean-Luc Berthier et je pense comme, son nom m'échappe mais,
le responsable du café pédagogique. Je pense comme beaucoup de personnes ici que quand on est enseignant, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de savoir comment fonctionne un cerveau. Donc déjà, je pense qu'à long terme, ça va pouvoir se faire intégrer à la formation en tant qu'enseignant. Et donc, pour nous qui sommes déjà enseignants, ça va se faire en interne, la formation. Et je pense qu'à long terme, ça va tout simplement faire partie de nos compétences en tant qu'enseignants. Hein.